Salut, je vous retrouve pour le bilan de ma première semaine pour le challenge Février Tapal qui est organisé par Alex Bouquin en Prada. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et d'ailleurs je vous avais dit que j'avais prévu de faire des vlogs. C'était effectivement ce que j'avais prévu et ce que j'avais commencé à faire, mais mon téléphone m'a lâché assez rapidement. Et du coup j'ai perdu tous les rushs que j'avais fait et comme en plus de ça j'avais pas l'impression d'avoir fait beaucoup de plans hyper intéressants, ben j'ai laissé tomber. Donc voilà. Du coup je vais vous parler de ce que j'ai lu durant ma première semaine. Durant la première semaine, tout d'abord, j'ai lu Les larmes de l'assassin par Anne-Laure Bondou, qui était vraiment une relique de ma pile à lire, qui est devenu un titre assez classique dans la littérature jeunesse. C'est l'histoire, ça se passe au Chili, c'est l'histoire d'un vieil homme, enfin d'un homme qui est un assassin et qui va en fait tuer les deux parents d'un petit garçon, mais il va pas réussir à tuer ce petit garçon. Il va finalement s'installer avec lui à la montagne et devenir une sorte de figure paternelle pour lui. En plus de ça, ensuite il y a un autre homme qui va arriver, qui va également habiter dans ce même endroit. Donc voilà, c'est vraiment une dynamique très particulière. C'est un titre qui parle pas mal de rédemption. On a les paysages du Chili autour et puis l'amitié très forte qui va se nouer de manière assez imprévisible en tout cas entre ce vieil assassin, enfin cet assassin très bourru et puis en face un petit garçon d'une extrême naïveté dans le sens plutôt positif du terme. Donc voilà, du coup c'était plutôt chouette. Je comprends que c'est un titre qui est autant eu un succès qui est autant marqué. Après pour ma part il m'a pas fait ressentir des émotions débordantes, mais ça a été plutôt une bonne lecture, je suis contente de l'avoir enfin découvert. Je lui ai mis celui-ci la note de 16/20. Ensuite, le lendemain, je me suis lancée dans Légion par Brandon Sanderson, en sachant que j'ai pas lu tout ça, mais j'ai lu que la dernière des 3 histoires présentes dans cette intégrale, puisque c'est la seule qui était un inédit en fait dans ce format poche. Le premier tome de Légion, donc qui s'appelle juste Légion, et le deuxième à fleur de peau étaient déjà sortis en poche individuellement, et je les avais déjà lus, donc voilà, du coup j'ai lu juste la dernière histoire. Dans Légion, on suit l'histoire de Stephen Leeds, qui est un homme qui a, on ne sait pas très bien si c'est des hallucinations ou si c'est d'autres personnalités qui sont autour de lui, et souvent, en fait, ces personnalités lui permettent d'avoir des savoirs différents. En gros, si vous voulez, quand il accumule des savoirs, il crée inconsciemment, enfin plus ou moins consciemment, une nouvelle entité qui contient ces savoirs, qui fait un peu figure d'expert dans tel ou tel domaine, et c'est ce qui lui permet de résoudre des enquêtes. Donc il résolvait des enquêtes, donc c'est un peu... il y a un petit côté un peu science-fiction, ou en tout cas technologie, etc. À chaque fois, et un peu thriller, donc pour les 2 premières. La troisième histoire, donc qui s'appelle Les illusions dangereuses, elle c'est une histoire qui est très personnelle, qui est très centrée sur le personnage, qui va plutôt l'emmener à se poser des questions sur lui-même, etc., sur ses différentes hallucinations, ses différentes entités en fait qui l'accompagnent, etc. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. Après clairement c'est ce que j'aime je pense le moins chez Sanderson, c'est cette partie là de son travail. C'est très entraînant, mais c'est pas une histoire qui m'a plus marqué que ça. Voilà, je suis plutôt contente d'avoir lu cette histoire là, je pense que ça va s'arrêter là pour cette histoire. Et du coup celle-ci je lui ai mis la note de 14/20. Ensuite, ça a été une lecture commune que j'ai faite avec mon copain. On a lu tous les deux du coup La mystérieuse affaire de Styles, qui est la première enquête dans laquelle on suit Hercule Poirot. L'idée ce serait comme ça ensuite de continuer à descendre dans les enquêtes au fur et à mesure pour les lire chronologiquement. Donc on va voir, à mon avis ça va nous prendre quelques années. Donc pour ce qui est de La mystérieuse affaire de Styles, alors déjà je tiens à préciser que mon copain avait une toute autre édition et que clairement on n'avait pas du tout la même traduction. C'est-à-dire que moi parfois un dialogue c'était genre 3 prises de parole, et chez lui ça pouvait être 5 prises de parole. Enfin c'était vraiment pas du tout la même traduction. C'était pas juste un choix de mots, c'était plus important que ça en termes de différence. Tous les deux on a un petit peu eu le même avis sur cette lecture, à savoir que c'est une histoire intéressante, qu'on s'est complètement fait surprendre par la fin, que ça nous a retourné le cerveau, mais que parfois il y avait certaines choses qui étaient un peu alambiquées, qui étaient un peu pour en rajouter, et qu'il y avait certains aspects qui étaient peut-être pas nécessaires, mais après on s'est tous les deux complètement laissé berner et complètement laissé avoir par l'histoire, en sachant que lui il essayait plutôt de deviner qui c'était, alors que moi pas spécialement. Adrien a trouvé qu'Hercule Poirot était super chiant dans celui-ci, moi pas spécialement, je sais pas si c'est parce que je suis habituée à ce qu'il soit comme ça ou si c'est parce que ma traduction était moins dans ce sens.
Mais voilà, en tout cas ça a été une bonne lecture et on verra du coup pour le suivant. Donc celui-ci, moi j'ai mis la note de 15/20. Après ça, j'ai lu le manga Asana n'est pas hétéro, donc aux éditions Akata par Sakuma Asana. C'est un manga qui est en couleur, d'ailleurs c'est un format qui est plus grand qu'un manga classique. C'est un manga en couleur qui en fait ne raconte pas vraiment une histoire mais plutôt un témoignage à travers des scénettes de la vie de cet homme homosexuel au Japon. Donc c'est un récit qui est autobiographique, qui parle de comment est-ce qu'il a découvert son homosexualité, des différentes identités de genre, des différentes sexualités. Ça parle également de la culture drague, ça parle de l'emménagement avec son premier copain, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez vaste qui peut être je pense assez intéressant, qui a un côté un petit peu guide pour montrer différentes choses qui existent aussi. Donc voilà, après l'aspect où il emménage avec son premier copain, etc., ça c'est plus l'aspect début de vie de couple, comme ça pourrait l'être pour un autre couple, si ce n'est que en plus de ça, son compagnon, pour l'instant, n'a pas dit qu'il était gay et donc qu'il vivait avec son copain, ils disent qu'ils sont colocataires. Mais voilà, donc c'était plutôt sympa, j'étais curieuse de le découvrir depuis un moment, il est disponible sur Isneo, donc voilà, je l'ai découvert comme ça. Ensuite, je me suis lancée dans Peter Pan par James Barrie pour continuer dans la série des petites lectures à enchaîner assez vite pour faire descendre le chiffre de la balle. Alors c'est peut-être petit, mais les pages sont quand même bien remplies. Hein. Et donc du coup j'ai découvert cette histoire. Alors le dessin animé Disney est quand même assez fidèle à l'histoire, il y a des petites choses qui changent, mais c'est quand même relativement fidèle. Alors par contre, c'est un titre qui est pas tellement adapté à la jeunesse, dans le sens où l'écriture est quand même assez complexe et assez alambiquée je trouve. Donc je sais pas si ce sera adapté à tout public jeunesse, en tout cas peut-être pas en lecture autonome. Pour de la lecture vraiment autonome, je pense qu'il faut déjà un certain niveau de lecture pour ne pas s'y perdre, ou peut-être connaître aussi le dessin animé, ça peut aider. Mais voilà, par contre après le Peter Pan est une enflure. Enfin, Peter Pan c'est un gamin qui est juste insupportable dans le livre, très clairement. Puis il y a une morale qui est assez particulière, mais par contre c'est vrai que le domaine du rêve, de comment c'est exploité aussi dans le pays merveilleux, pays imaginaire, l'île merveilleuse, c'est intéressant. Ouais, et puis bah forcément voilà, ça parle aussi pas mal du passage à l'âge adulte, etc. Donc voilà, c'était plutôt une bonne lecture, mais c'est vrai que j'ai été plutôt surprise. Je pensais que ce serait peut-être un petit peu plus abordable, même si d'un autre côté je trouve que les classiques un peu les classiques jeunesse un peu anciens comme ça, ils sont pas forcément toujours très abordables. Donc voilà. Après ça, j'ai lu le tome 2 de Heartstopper par Alice Oseman, que j'ai lu en anglais. Je l'ai lu sur la plateforme Tapas, sur laquelle il a été publié au départ, sachant que donc, tous les épisodes sont disponibles dessus et Alice Oseman continue à publier dessus, donc vous pouvez même avoir de l'avant-première par rapport non seulement aux traductions mais même aux parutions papier. Si je dis pas de bêtises, c'est toujours en avance. Donc voilà, du coup là j'ai lu l'équivalent du tome 2. C'est un tome 2 que j'ai encore plus apprécié que le premier tome. Je vous avais déjà dit, mais Heartstopper c'est hyper accessible en anglais, enfin il y a très peu de texte. C'est du vocabulaire commun, enfin il y a peut-être quelques mots bien précis que vous aurez besoin de chercher si vous n'êtes pas bilingue, mais clairement je suis très loin d'être bilingue et franchement j'ai réussi à le lire sans aucun souci. Donc l'histoire est vraiment hyper mignonne. Donc on a Nick et Charlie cette fois-ci qui sont vraiment ensemble et qui commencent un petit peu à se poser des questions pour savoir s'ils vont parler ou pas de leur couple, en sachant que Nick est connu comme étant hétérosexuel, donc que ça reviendrait également à ce qu'il fasse son coming out, et il se pose également des questions de savoir si en fait il est homosexuel, si en fait est-ce qu'en fait il ne serait pas bisexuel, est-ce que c'est pas une identité qui lui correspondrait plus, etc. C'était vraiment hyper mignon. J'ai complètement mon petit cœur a fondu devant cette histoire tellement mignonne. Donc voilà, vraiment une très bonne lecture. Je crois que je lui ai mis la note de 19/20 parce que vraiment c'était trop mignon. Et puis parce que quand même ça parle vraiment de sujets un peu plus importants je trouve, dans le sens aussi de voilà, du coming out, de la relation, etc. C'est un petit peu plus approfondi. J'aime beaucoup le personnage de Tori, je crois elle s'appelle, la grande sœur de Charlie. Donc voilà, vraiment très chouette lecture. Côté roman, j'ai également lu 35 kilos d'espoir par Anna Gavalda, qui est donc ici aux éditions Bayard Jeunesse. C'est un titre qui est très court, alors pour le coup, contrairement à Peter Pan, c'est aussi écrit très gros. Ça parle pas du tout de ce que je pensais. Je pensais que c'était un titre qui parlerait de grossophobie, mais absolument pas. C'est un titre dans lequel on a un jeune garçon qui
n'est pas adapté au domaine scolaire, on va dire, qui en fait aime beaucoup créer des choses avec ses mains, voilà, créer des choses, et il a beaucoup de mal avec le milieu scolaire académique classique. Il se fait très souvent renvoyer, il est assez moqué aussi, et puis il va commencer vraiment à développer, je sais plus, je suis pas sûre que ce soit exactement une phobie scolaire, mais enfin voilà, ça commence à devenir vraiment compliqué. Je crois que si, parce qu'il me semble qu'ils disent qu'il a vraiment peur de retourner à l'école. Enfin voilà, donc ça, tout ça qui s'enclenche, et puis en fait il va découvrir une espèce d'établissement un peu particulier et essayer d'y rentrer. Il met tous ses espoirs, tout son travail, tout ce qu'il peut pour essayer d'aller là-bas. Et puis ensuite il y a également une histoire par rapport à son grand-père, puisqu'il est très proche de son grand-père, qui le soutient beaucoup, qui lui a aussi beaucoup appris tout l'aspect justement travail manuel, etc., qui lui le passionne beaucoup. Donc voilà, en fait c'est plus 35 kilos d'espoir, c'est de l'espoir l'espoir que ça se passe mieux, l'espoir de s'adapter quelque part, ce genre de choses. J'ai été touchée par les dernières pages, même s'il y a un petit aspect un petit peu mélodramatique sur la fin, qui aurait peut-être pu partir. Enfin franchement je m'attendais pas du tout à ce que finalement ça parle de tout ça. Et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, j'ai bien apprécié ma lecture. C'est pas une lecture qui va, je pense, me marquer, mais je suis contente d'avoir, pareil, enfin découvert cette relique de Mappal qui traînait depuis des années. Et du coup celui-ci, je lui ai mis la note de 16/20. Pour terminer, la dernière lecture que j'ai vraiment lue sur cette semaine-là, puisqu'ensuite j'ai également commencé un roman plus long, il s'agit d'un titre que j'ai lu le jour ou le lendemain de sa sortie sur la plateforme Isneo à nouveau. Il s'agit de Eat and Love Yourself par Sweeney Boo, qui est sorti aux éditions Ankama en français. Sweeney Boo, en fait, c'est une illustratrice, coloriste et aussi lettreuse qui travaille dans le domaine du comics. Elle vit, je crois, au Canada, mais elle est d'origine française. Elle est française au départ, et du coup, Eat and Love Yourself est sorti au départ en anglais, suite, je crois, à un financement participatif, et ensuite a été traduit en français. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup appréciée. On suit l'histoire de Mindy, qui est une jeune femme qui travaille à Montréal dans un café, qui souffre de troubles du comportement alimentaire depuis très longtemps, et de troubles du comportement alimentaire qui sont quand même assez présents dans sa vie de tous les jours. Elle va acheter un jour à l'épicerie du coin une tablette de chocolat qui promet en fait une plongée dans les souvenirs d'enfance, ou de rappeler le goût de l'enfance, je sais plus exactement comment c'est écrit. Et en fait ça va la ramener du coup dans ses souvenirs, où elle va assister en tant que spectatrice à ce qui s'est passé à différents moments de sa vie, et qui sont en fait des moments de sa vie vraiment en relation directe avec ses TCA, pour apprendre finalement aussi à mieux se comprendre, à mieux s'accepter, à entendre peut-être aussi des conseils ou des choses qu'elle avait entendues plus jeune. Et parmi ces choses qu'elle entend, d'entendre celles qui maintenant lui font écho comme étant des choses qu'elle doit rejeter, qu'elle doit mettre de côté, même si c'est des personnes qu'elle aime qui lui ont dit ça. Et puis d'un autre côté aussi entendre peut-être des choses plus positives ou des demandes d'aide, puisqu'on parle quand même aussi d'un psy dans cette histoire. Et puis voilà, on se rend compte qu'à cette époque-là, Mindy était complètement fermée à ça, et que peut-être maintenant ça a changé. Donc voilà, toutes ces choses, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, puisque du coup c'est vraiment centré sur elle. Sa vision des TCA est hyper juste, je trouve, et vraiment très bien faite. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. Je trouve que c'est un titre vraiment très bien fait sur le sujet. L'univers graphique est très chouette, c'est un univers qui est quand même très empreint de celui du comics. Donc voilà, vraiment c'est un titre que je vous recommande de découvrir. Pour ma part, je lui ai mis la note de 17/20, ça a vraiment été une très chouette découverte. Et du coup, pour terminer, un titre dont je ne vais pas vous parler en détail, en profondeur aujourd'hui, il s'agit de Sous les sabots des dieux par Céline Chevet aux éditions du Chat Noir, qui est un titre en fait que j'ai lu donc sur 2 semaines, à cheval sur les 2 semaines. C'est un récit que j'ai bien apprécié, qui se passe dans la Corée du 7e siècle, avec différents complots entre les royaumes de Corée. Il y a un petit peu aussi de mysticisme dedans. C'est un récit assez intéressant, mais les noms des personnages sont difficiles à différencier. Et ça prend un petit peu de temps pour se plonger dedans, même si ensuite ça nous entraîne dans des choses qui sont plutôt intéressantes. Mais voilà, je vous en parlerai plus en détail pour l'update de la semaine suivante. Sinon, donc le challenge février Tapal est composé, donc du coup l'idée c'est de lire au départ un titre par jour. Du coup je crois que j'en ai lu un peu plus, j'en ai lu 8 la première semaine, mais j'ai lu vraiment des choses assez courtes et puis pas mal de graphiques aussi.
Il faut faire un no-buy, donc ça j'ai rien qui est arrivé dans ma pile à lire techniquement la première semaine de février, mais j'ai acheté des choses, pas beaucoup mais j'ai acheté un petit peu des choses, donc ce sera pour la semaine prochaine. Et puis il faut faire du tri, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai fait mais la semaine suivante, donc la deuxième semaine de février. Donc voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au challenge février Tapal, ce que ça donne de votre côté, comment vous vous en sortez. Et puis donc pour ma part je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!